C'était une insulte dégoûtante qui regardait des TikTok abrutissants, mais un jour tout change quand il est transporté dans un autre monde avec des compétences de triche qui font de lui le mage le plus puissant qui ait jamais existé. Taichi était un gars au-dessus de la moyenne, lycéen dans le Japon moderne, qui avait le QI d'un cuiseur Harry et croyait que Jake Paul avait battu Mike Tyson loyalement. Même s'il n'était qu'un simple PNJ, il se croyait le héros de l'histoire, juste parce qu'il avait une amie d'enfance, Rin, dotée d'une poitrine généreuse. Un jour, alors qu'il rentrait de l'école avec Rin, il réalisa soudain qu'un étrange cercle magique était apparu sous ses pieds. Ce parfait crétin consanguin décide de pousser Rin dans le cercle, pensant que ça la ramènerait directement à la cuisine, mais Rin s'accroche à ce bonnet et ils sont tous deux transportés dans un monde alternatif. Une fois là-bas, Taichi ouvre les yeux et se retrouve allongé dans des plaines verdoyantes. Il trouve Rin allongé au loin et se réveille avant de se demander où ils étaient. Il vérifie que leur téléphone et remarque qu'ils n'ont ni signal ni internet. Il se demande mais quel genre de trou perdu n'a pas de réseau mobile de nos jours, et Taichi pense qu'ils ne sont peut-être même pas sur Terre. Il dit que le cercle magique qu'ils ont vu avant d'arriver ici n'était pas un effet CGI, et que tout cela est définitivement réel. Rin dit que ce n'est pas possible, mais ils entendent alors la voix d'un monstre géant qui ressemble à un énorme étalon noir, avec des cornes et des yeux monstrueux. Le cheval saute par-dessus eux, mais Taichi attrape Rin et esquive sur le côté juste à temps pour ne pas être écrasé. Il dit à Rin de courir et de s'éloigner de lui le plus loin possible, car il vaut mieux qu'un seul d'entre eux meure ici plutôt que les deux. Puis il se précipite pour narguer la bête massive afin d'attirer son attention. Il traite le grand monstre de cueilleur de coton et demande si son énorme engin n'était que pour le spectacle avant de le faire courir après lui. On dirait que c'est la fin pour lui, mais juste à ce moment-là, une attaque Airblade vient du côté et frappe le monstre au cou. Un baldibrin sort soudainement de nulle part et complimente Taichi sur ses talents de nargue avant de charger pour frapper le cheval avec son épée. Le monstre riposte en crachant des flammes de sa gueule, mais alors une flèche imprégnée de magie noire jaillit d'un buisson et frappe la bête à la patte. Après cela, un vilain perdant sort du buisson et dit que ses chevaux d'obsidienne sont vraiment coriaces et qu'utiliser une flèche en mithril était la bonne décision. Finalement, un petit mage termine la chasse en brûlant le monstre avec une attaque de flammes. Le groupe se présente comme Barata, Rakulta et Magilla et dit qu'ils font partie de la guilde des aventuriers et ont été engagés pour chasser ces chevaux d'obsidienne afin de réduire le nombre de monstres dans cette zone. Voyant tout cela, Taichi confirme qu'ils sont dans un monde de RPG fantastique et qu'ils devront trouver un moyen de survivre ici. Plus tard, cette nuit-là, ils s'assoient tous autour d'un feu de camp et les aventuriers leur demandent d'où ils venaient et ce qu'ils faisaient là. Ils ont remarqué que Taichi et Rin n'étaient vraiment pas à l'aise de partager cette information et ont essayé de les rassurer en disant qu'ils ne les abandonneraient au pas dans ces plaines dangereuses et les escorteraient jusqu'à la ville la plus proche appelée Aspire, car aider les autres fait partie de leur travail. Ils leur ont également conseillé que voyager sans armes est dangereux, surtout dans cette zone car le nombre de monstres est en augmentation et ils ont reçu de multiples rapports de chariots attaqués et de personnes disparaissant récemment. Sur ce, ils mettent fin à la nuit et Barada dit à Taichi de se réconcilier avec Rin qui semble en colère contre lui pour lui avoir dit de s'enfuir sans lui plus tôt. Ils en parlent toute la nuit et finissent par se rabibocher avec un check et quelques moments intimes hors écran. Le lendemain matin, ils arrivent à Aspire et les aventuriers leur disent que c'est une partie du royaume magique d'Elistin et qu'ils utilisent donc cette ville comme base d'opération. Ils donnent également de l'or à nos protagonistes et leur parlent de la guilde des aventuriers car Taichi a décidé de devenir aventurier car c'est ce qu'un mâle alpha ferait. À la guilde, ils remplissent leur formulaire d'admission et lisent le contrat, réalisant qu'ils peuvent d'une manière ou d'une autre lire la langue de ce monde. Ils notent qu'ils ont également pu parler aux gens de ce monde et les comprendre correctement, donc il doit y avoir de la magie en jeu. Après cela, la réceptionniste dit qu'ils passeront un petit test d'aptitude magique et sort une boule de cristal, leur disant de poser leurs mains dessus car avoir de la magie est un impératif pour quiconque souhaite devenir aventurier. En entendant cela, ils sont tous deux déçus car ils pensent n'avoir aucune magie et Rin dit qu'elle ira la première et pose sa main sur la boule. À la surprise de la réceptionniste, la boule de cristal montre 4 couleurs différentes et elle demande à Rin qui elle était. Elle demande ensuite à Taichi de faire de même et la boule de cristal se fissure soudainement quand il pose sa main dessus, ce qui laisse la réceptionniste bouche bée. Elle s'enfuit alors pour en parler au maître de guilde. Après quelques instants, elle revient avec le maître de guilde, Gérard, et une célèbre aventurière de Rancé nommée Mira, l'escrimeuse dorée. Ils se présentent au duo et leur disent qu'ils ne peuvent pas les enregistrer ici et que Mira les escortera quelque part où ils recevront les conseils nécessaires et sans cela, ils ne peuvent pas devenir aventuriers. Taichi lui demande si c'est une sorte d'arnaque où ils les kidnappent et vendent leurs reins, mais Mira dit qu'elle veut bien son organe mais pas son rein. Elle les emmène ensuite dans une vieille cabane en forêt près de la ville où ils rencontrent cette femme séduisante aux formes généreuses nommée Lemia. Elle les accueille et apprend de Mira que l'appareil de mesure magique de la guilde est cassé, alors ils veulent qu'elle effectue leur test.
Lemia donne à Taichi et Rin des appareils en bois et dit qu'elle les a fabriqués et qu'ils indiqueraient leur valeur de capacité magique et de force magique. La capacité magique fait référence à la quantité d'énergie magique que l'on possède et la force magique fait référence à la qualité de ladite énergie magique. Après avoir caressé son bois de leurs mains, Taichi et Rin demandent ce que ça a montré. Lemia dit que leurs chiffres sont absolument hors du commun et qu'à partir de maintenant, ils seront ses apprentis. Au même moment, nous voyons quelques figures encapuchonnées se parler dans l'obscurité. Le mâle Beta Gunner fait son rapport à son chef mâle Alpha et lui dit qu'ils ont réussi à saboter ce rituel d'invocation, mais comme le lanceur était trop puissant, le sort s'est quand même activé. Ils sont sûrs que des gens ont été invoqués d'un autre monde, mais ils ne savent pas où ils sont maintenant. Il ajoute qu'ils ont jeté un large filet et les trouveront bientôt, ce qui rend le chef vraiment heureux et il dit qu'il a de grands espoirs pour eux. De retour à la cabane, Lemia révèle que Taichi a une capacité magique de 120 000 et une force magique de 40 000, tandis que Rin a une capacité magique de 37 000 et une force magique de 5 000 parce que c'est une femme. Elle ajoute qu'un chevalier humain de haute classe et les mages royaux ont tendance à avoir une capacité magique de plus de 10 000 et une force magique de 2 000, donc leurs deux chiffres sont incroyablement élevés et ils peuvent facilement être considérés parmi les êtres les plus forts de ce monde. Lemia dit aussi qu'elle est la mage la plus forte de ce royaume, et même elle a une capacité magique de 43 000 et une force magique de 6 000, et la capacité et la force de Mira sont de 3 500 et 3 800 respectivement. Elle leur dit ensuite qu'ils possèdent un pouvoir incroyable, mais que sans entraînement, ils peuvent nous finir par se blesser eux-mêmes et tout le monde autour d'eux, et c'est pourquoi elle veut qu'ils deviennent ses apprentis. De plus, s'ils maîtrisent donc leur pouvoir, ils seront bien au-dessus des aventuriers de rang S et des meilleurs mages royaux. Elle regarde ensuite Taichi et dit que s'il s'entraîne correctement, il pourrait même être capable de mener des guerres contre des nations à lui seul et de devenir roi, et s'il fait cela, il pourra avoir toutes les richesses et les femmes de ce monde, tout en lui montrant sa poitrine imposante. Rin remarque la bosse de Taichi qui se forme dans sa poche et essaie de le rendre aveugle, tandis que Lemia dit à Mira que ça vaudra la peine d'entraîner ses Gunners. Le lendemain, Lemia commence la matinée en leur servant un petit déjeuner gargantuesque et explique les bases de la magie. Elle dit qu'il y a deux façons d'utiliser la magie, en lançant des sorts magiques et en utilisant la sorcellerie. Pour utiliser des sorts magiques, il faut chanter des incantations spéciales pour prêter son pouvoir magique aux esprits qui l'utilisent pour matérialiser différents sorts. D'autre part, un sorcier conclut un contrat de maître et serviteur avec un esprit et lui fait exécuter ses ordres, ce qui rend cela beaucoup plus fort que la magie normale. Elle révèle en outre qu'il existe 4 éléments de base, le feu, l'eau, la terre et le vent. Les mages ne peuvent normalement utiliser qu'un seul type d'élément, mais dans certains cas, il existe des mages spéciaux comme Mira qui peuvent utiliser 2 éléments comme le feu et la terre, ou elle-même qui peut utiliser 3 éléments sauf la terre. Elle ajoute ensuite que Rin est un cas encore plus rare qui peut utiliser les 4 éléments. D'autre part, ils ne savent pas quels éléments Taichi peut utiliser, mais Lemia dit que jusqu'à ce qu'il trouve un esprit avec lequel former un contrat, elle se concentrera sur l'entraînement de ses fondamentaux. Lemia lui dit aussi que dans le passé, les sorciers ont utilisé la magie de la lumière, des ténèbres et de l'espace-temps, et s'il maîtrise ses pouvoirs, il deviendra le mage le plus fort du monde. Après cela, ils vont tous dans la forêt et Lemia montre à Taichi comment concentrer sa magie dans ses mains pour effectuer une amélioration physique. Taichi s'entraîne dur pour maîtriser la technique, et ce faisant, il entend une voix de fille lui souhaiter bonne chance. Il se demande d'où elle venait, mais il semble être le seul à l'avoir entendue. Pendant ce temps, Mira encadre Rin et lui enseigne les bases du lancement de sorts. Elle lui dit que pour lancer des sorts, il faut avoir une imagination claire. Rin apprend immédiatement à lancer un sort de feu et le modifie même en flamme bleue en imaginant du gaz brûlant au lieu de bois. Cela surprend beaucoup Mira car c'est la première fois qu'elle voit une telle flamme et elle appelle Rin une prodige. Plus tard cet après-midi-là, Rin vient prendre des nouvelles de Taichi qui se sent assez vaincu après avoir beaucoup pratiqué avec ses mains. Le voyant ainsi, elle décide de le réconforter. Alors Taichi décide de retenter sa chance et essaie de concentrer sa magie dans sa main droite. Ce faisant, il entend la même voix enfantine, lui donnant des conseils sur la façon de faire et cela l'aide à réussir car sa main commence à briller comme une ampoule. Il demande à Rin si elle a entendu la voix et se demande si c'est un fantôme ou quelque chose, ce qui effraie Rin. Après cela, ils entrent tous les deux pour dîner et Lemia les félicite pour leur progrès. Elle dit à Mira de continuer à s'occuper de Rin et dit à Taichi de travailler ensuite sa main gauche et de continuer à pratiquer jusqu'à ce qu'il puisse effectuer une amélioration corporelle complète. Elle dit que tant qu'ils ne trouveront pas son attribut, ce sera sa principale façon de combattre, ce qui lui convient très bien étant le gigachad qu'il est. Plus tard cette nuit-là, Mira s'approche de Lemia et l'interroge sur les 2 nouveaux venus. Lemia dit qu'elle les entraînera au point où ils pourront se battre décemment en 3 semaines, car ils devraient être capables de se défendre dans la guerre à venir. Elle pensait que les problèmes de la capitale ne la dérangeraient pour eux pas si loin, mais il semble que les choses vont devenir assez laides très bientôt.
Après quelques semaines, nous voyons Taichi et Rin passer un test physique pour voir leur progrès. Taichi combat un groupe de loups frénétiques tandis que Rin cuisine une horde de lapins monstres. Taichi est maintenant capable de contrôler la quantité de pouvoir magique qu'il met dans ses poings et Rin est maintenant capable de lancer des sorts de base sans incantation tout en utilisant plusieurs éléments à la fois. Pendant qu'ils y sont, Lemia et Mira les observent depuis une falaise et parlent de la force qu'ils ont acquise en si peu de temps. Juste à ce moment-là, elles remarquent le duo face à un cheval d'obsidienne. Mais contrairement à leur première rencontre, ils sont maintenant beaucoup plus forts et capables d'abattre la bête assez facilement et de la manger pour le dîner. Plus tard cette nuit-là, ils célèbrent tous le fait que Taichi et Rin aient réussi le test de fin d'études et Lemia leur dit qu'ils déménageront à Aspire le lendemain et prendront leur premier emploi d'aventurier. Elle leur dit aussi que selon elle, ils sont appelés les perdus, qui sont des gens qui viennent d'autres mondes. Elle dit que parfois c'est le résultat d'un accident et d'autres fois ils sont invoqués par un sorcier capable d'utiliser la magie de l'espace-temps. Cela surprend vraiment Taichi et Rin et il lui demande comment elle savait cela et elle dit que leur quantité anormale de magie et l'utilisation occasionnelle de nouveaux mots les ont trahis et c'est pourquoi elle a décidé de les prendre comme apprentis afin qu'ils ne finissent pas par être utilisés par des gens maléfiques. Quant à la raison pour laquelle ils ont été invoqués ici, ils devront demander au sorcier lui-même, mais il n'y a que quelques sorciers capables d'utiliser la magie de l'espace-temps dans tout le royaume. Taichi dit que c'est une bonne chose car cela réduira le nombre de personnes qu'ils devront chercher et dit qu'ils peuvent facilement les retrouver, dissiper tout malentendu et retourner dans leur monde. Lemia dit que c'est peut-être possible mais se demande si cela se déroulerait aussi facilement. Après le dîner, Taichi s'assied avec Rin et ils parlent de tout ce qui s'est passé depuis qu'ils sont venus dans ce monde. Taichi dit qu'ils travailleront comme aventuriers, gagneront beaucoup d'argent et s'établiront, puis utiliseront leur influence pour trouver le sorcier qui les a invoqués ici et le faire les renvoyer dans leur monde. Rin se sent également pleine d'espoir et ils mettent fin à la nuit avec quelques moments intimes hors écran. Après cela, Taichi regarde sa main blanche et se demande s'il a vraiment le pouvoir de détruire les nations massives de Rin, mais il entend alors la même voix qu'avant qui lui dit qu'ils pourront se rencontrer bientôt et qu'elle a hâte. Taichi lui demande qui elle était et ce qu'elle voulait dire par là. Mais la voix l'ignore simplement et s'envole en riant comme une garce insupportable. Quelques semaines plus tard, nous voyons Taichi se réveiller dans son lit après avoir rêvé de la même voix. Nous apprenons qu'ils ont déménagé à Aspire et se sont inscrits comme aventuriers avant de rejoindre le groupe d'aventuriers qui les avait sauvés le premier jour. Depuis lors, ils ont effectué des missions mineures de rang E et sont devenus lentement plus forts en apprenant de nouvelles choses sur ce monde. Rin passe la plupart de son temps à étudier à la bibliothèque et apprend toutes sortes de choses sur ce monde. Elle apprend que ce monde s'appelle Altea et que le royaume dans lequel il se trouve fait partie du continent occidental et possède la magie la plus avancée du monde. Avec une population de 20 millions de personnes, environ 80% sont capables de lancer de la magie de base dans ce royaume et c'est pourquoi il est considéré comme l'une des 3 plus grandes nations de ce monde. Ils apprennent également qu'Aspire se trouve près de la frontière orientale avec le Saint-Empire Scatolif et l'Empire Gargant et c'est pourquoi elle a prospéré en tant que ville importante pour le commerce de biens et d'informations. Juste à ce moment-là, la serveuse arrive avec leur petit déjeuner et leur donne une lettre de la guilde. Après l'avoir lue, ils découvrent qu'ils ont été convoqués à la guilde par le maître de guilde. Ils vont voir ce qui se passe et la réceptionniste leur donne une demande de travail spéciale pour enquêter sur un bar dans les bidonvilles. Taichi se demande ce qu'ils pourraient en chercher, le bar Antbroki et le maître de guilde explique que récemment ils ont entendu des rumeurs selon lesquelles des marchandises volées des chariots seraient introduites en contrebande dans la ville par les bidonvilles. Il leur dit qu'ils doivent chercher toute information qui les aiderait à attraper les coupables et la récompense pour la mission est de 7 pièces d'argent avec des bonus. Taichi demande si ce sera bien pour eux de prendre une mission de randé et le maître de guilde dit que s'ils peuvent la réussir, ils seront promus au randé. De plus, cette quête a déjà échoué 2 fois et s'ils échouent une 3e fois aussi, alors la guilde devra payer des frais supplémentaires pour la mauvaise évaluation. Taichi traite le petit homme d'avare mais il dit qu'il est sûr de leurs compétences car ils sont les apprentis des apprentis de Lemia et les renvoie. Sur ce, Taichi et Rin vont dans les bidonvilles et décident de se détendre jusqu'à la nuit quand les vraies affaires louches ont lieu. En marchant, Rin va acheter des fruits Malila, mais le prix s'avère être le double de la semaine dernière. Elle se demande si l'inflation américaine a envahi ce monde, mais le commerçant lui dit que les chariots transportant des marchandises ont été attaqués récemment et que tout le monde fait face à une pénurie de marchandises. Plus tard cette nuit-là, Taichi et Rin voient cet Ikari être traîné hors de la porte arrière du bar. Alors ils entrent et demandent au barman de la bière. Le barman dit qu'il ne sert pas de boisson aussi faible, mais Taichi lui dit de s'asseoir en utilisant son aura de mâle alpha, et ils commencent à parler de la hausse des prix des marchandises en ville. Taichi dit qu'il prévoit de se lancer aussi dans le commerce et se demande s'ils peuvent obtenir des informations sur la façon dont tout cela fonctionne. Le barman dit que ce n'est pas une affaire pour les amateurs, mais Taichi le traite de fauché et met un sac de pièces devant lui, lui demandant s'il va ouvrir sa bouche maintenant.
Voyant cela, les PNJ avides du bar se lèvent et essaient de les piller, mais Taichi et Rin leur mettent une raclée mémorable et les font cracher le morceau. Les gousses leur disent qu'ils ont été embauchés par un type encapuchonné qui leur a demandé de livrer les marchandises des chariots attaqués par des monstres. Le barman dit qu'il ne veut pas de leur argent et que c'est une chose normale pour le bar de vendre des choses apportées par ces gens, alors ils devraient arrêter de fourrer leur nez là où il ne faut pas. Après cela, Taichi et Rin sortent et se demandent qui est ce cerveau. Juste à ce moment-là, ils remarquent 3 ninjas féminines qui les suivent, alors ils les attirent et engagent le combat avec elles. Taichi essaie de se retenir de les renvoyer toutes à la cuisine et finit par en assommer une avec un coup de poing puissant. Rin montre aussi qu'elle n'est pas inutile et repousse l'une d'elles avant de laisser Taichi l'endormir avec un peu d'égalité des sexes aussi. Après cela, ils affrontent tous les deux la dernière assassine et lui demandent l'âne si elle était prête à se rendre, mais la première ninja se réveille et lance une bombe fumigène et ils s'échappent tous les deux de la scène, laissant leur camarade inconsciente derrière eux. Taichi dit qu'ils n'étaient pas là pour les effrayer de la mission et qu'il semblait qu'ils essayaient vraiment de les assassiner. Cela surprend Rin et ils remettent la ninja capturée à la guilde et demandent au maître de guilde de la garder en vie. Le lendemain matin, Taichi et Rin rencontrent Mira à la taverne, qui les attend pour les féliciter d'avoir été promus aventuriers de Randé. Elle leur dit ensuite qu'elle a une mission spéciale et aimerait qu'ils forment un groupe avec elle. Elle explique que les fruits Melia de la forêt du Nord sont prêts à être récoltés, alors les agriculteurs ont fait une demande pour attraper les voleurs et protéger leur récolte. La récompense pour avoir accompli la mission est de 500 pièces d'argent, et cela aidera également la ville à se remettre de l'inflation. Après avoir entendu tout cela, le duo accepte instantanément et ils se mettent tous en route vers la forêt du Nord. Ils arrivent à la ferme dans l'après-midi et rencontrent les 2 agriculteurs PNJ et un autre à l'air louche nommé Kassim. En lui serrant la main, Taichi ressent des émotions étranges, un peu gays, et la retient un instant avant de reprendre ses esprits. Ensuite, ils se nagent tous vers les champs pour admirer les arbres Melilla, et Rin lance un sort de détection magique avec son bâton pour capter la moindre trace de magie persistante dans les environs. Elle finit par capter un signal qui lui révèle qu'un monstre gigantesque est en route vers les champs et ils prennent tous position pour l'affronter. Peu après, un énorme ogre et quelques orques émergent de la forêt faisant face au groupe, leurs armes à la main. En tant que mâle alpha du groupe, il demande à Mira de s'occuper des 3 petits et à Rin de leur apporter son soutien, tandis qu'il se charge lui-même du monstre colossal. Il estime qu'une amélioration de niveau 35 suffirait amplement pour cette tâche et finit par terrasser l'ogre d'un seul coup, un puissant coup de poing en plein visage. Plus tard cette nuit-là, Mira s'assied avec Taichi et Rin et leur explique que les orques et les ogres ne sont pas normaux dans cette région, donc cela doit faire partie d'un complot. Ils décident de leur tendre un piège pour leur montrer qu'on ne plaisante pas avec eux, puis ils mettent fin à leur journée. Pendant ce temps, nous voyons une jeune fille encapuchonnée entourée de nombreux cadavres. Elle utilise un sort pour aspirer leur force vitale et déclare qu'elle est impatiente de rencontrer les magiciens, faisant référence à Taichi et Rin, puis elle disparaît grâce à sa cape d'invisibilité. Le lendemain matin, nous voyons Gérard ouvrir la cellule de l'assassin et lui demander si elle a décidé de parler. D'autre part, nous voyons Taichi et le groupe traverser la ferme, Rin utilisant son sort de détection magique pour localiser les voleurs. Ils finissent par tomber sur des empreintes de pas et les suivent pour trouver un foyer qui vient d'être éteint. Rin dit qu'elle détecte la présence de 3 personnes dans les champs plus loin et ils se précipitent pour prendre les 3 voleurs en flagrant délit. Taichi, Rin et Mira s'avancent et les font se rendre, puis les 2 PNJ les emmènent aux gardes de la ville et les leur livrent. Pendant ce temps, Kassan remercie Taichi et les autres pour leur aide et Taichi lui tient la main longtemps, encore une fois. Il lui dit qu'elles sont vraiment douces, contrairement à celles des autres fermiers, et lui demande quel est son secret. Kassem répond qu'il est un superviseur, donc il n'utilise pas beaucoup ses mains, mais Mira ajoute que les orques et les ogres n'étaient pas courants dans cette région, pourtant Kassim en savait quelque chose, même s'il n'est qu'un simple fermier. Après avoir entendu tout cela, Kassim se met à rire et révèle que c'est lui qui a engagé ces hommes pour voler les fruits et aussi celui qui a engagé la magicienne pour attirer les monstres dans les champs. Taichi lui demande pourquoi il a fait ça et il répond qu'il a fait tout cela pour les attirer tous les 3 ici, car il a besoin de la force de Taichi pour atteindre son objectif et voulait la tester lui-même. Juste à ce moment-là, la dame invisible, Grammy, sort de son invisibilité et surprend Miura par derrière. Elle dit à Kassim qu'il est vraiment rapide à parler et déclare qu'elle est la magicienne et qu'elle agissait comme garde du corps de Kassim. Sur ce, leur bataille commence et Mira se précipite pour croiser le fer avec Grammy et lui demande pourquoi elle ne l'a pas attaqué quand elle était invisible. Elle répond qu'assassiner est pour les lâches et que ce n'est pas son style car elle adore le choc des lames et maîtriser ses adversaires par sa propre force. Elles se frappent mutuellement à plusieurs reprises et s'engagent dans une lutte de pouvoir, mais Rin décide alors de se rendre utile et lance une boule de feu vers Grammy. Cela fait reculer Grammy qui contre le sort avec une attaque de vent.
Rin enchaîne en invoquant une tornade de poussière, étourdissant Grammy un instant pour donner à Murat le temps de terminer son amélioration physique. Grammy transperce le sort avec son épée, mais Rin maintient l'offensive et l'attaque avec un sort combinant les éléments eau et terre. D'autre part, Taichi se prépare à affronter Cassim et lui demande s'il compte l'emmener sans armes. Cassim répond qu'il préférerait le faire combattre son élémentaire de glace et invoque un monstre à ses côtés. En voyant la bête, Taichi pense pouvoir la terrasser d'un seul coup avec une amélioration physique de niveau supérieur, mais au lieu de la toucher, il la traverse simplement. Cassim explique que la bête n'a pas de forme physique et ne peut être vaincue qu'avec la magie du feu. Mais malheureusement pour lui, il ne semble pas savoir lancer de sort. Taichi essaie d'attaquer le monstre avec sa lame, mais cela ne fait absolument rien. L'élémentaire de glace riposte avec de la magie de glace et Taichi saute partout pour esquiver les sorts. Cassim sort alors la boule d'énergie vitale que Grammy a créée la nuit dernière et la donne au monstre, ce qui le rend rouge et lui confère un énorme gain de puissance. Sur ce, l'élémentaire rouge charge en avant à une vitesse folle, repoussant Taichi avec une telle force qu'il saigne de la bouche. Cassim lui dit de venir gentiment avec lui comme un bon garçon, sinon il capturera les filles et leur racontera la vérité derrière l'histoire des oiseaux et des abeilles. Pendant ce temps, nous voyons Murat et Rin lutter contre Grammy, qui repousse Murat d'un coup de poing puissant et frappe également Rin. Se sentant dépassés, les deux mages décident d'augmenter leur puissance et disent donc qu'elles sont déjà habituées à affronter une mage puissante, se souvenant de Lemia. Grammy demande si elle la prenait à la légère jusqu'à présent, mais Mira répond qu'elles reviennent simplement à leur plan principal et sur ce, elle s'améliore au niveau 40 et se précipite pour attaquer Grammy. Elles échangent quelques coups, mais Rin charge alors avec une lame enchantée et surprend Grammy. Grammy recule pour esquiver l'attaque, mais Mira la repousse vers l'avant et Rin enchaîne en transformant son bâton en épée, forçant Grammy à la bloquer avec son épée. Après cela, elle utilise la lame enchantée dans son autre main pour la frapper et elle lui brûle une bonne partie de ses points de vie. Ensuite, Rin lance le sort de tornade de poussière et y mélange de la poudre à canon pour la rendre inflammable. Après cela, elle allume le sort avec une boule de feu et projette Grammy en l'air. Grammy parvient tout de même à bloquer la majeure partie des dégâts grâce à son amélioration physique, mais Mira saisit cette occasion pour la frapper avec sa lame enflammée et mettre fin à leur combat. Après cela, elles se tiennent devant elle et lui disent de se rendre, mais Grammy se relève en léchant son sang comme une perverse et dit qu'elle adorerait les combattre à nouveau une fois ses blessures guéries et qu'elle gagnerait la prochaine fois. Juste à ce moment-là, Kassem prend la parole et dit aux filles de se rendre, à moins qu'elles ne veuillent avoir Taichi se faire écraser par son élémentaire rouge. Les filles y réfléchissent un instant et se sentent déprimées, tandis que Taichi se demande comment il en est arrivé là et s'il n'était pas censé avoir le pouvoir de détruire des nations. Tout en maudissant sa faiblesse, il tombe inconscient et entend la même voix qu'avant dans son rêve. On lui demande s'il veut du pouvoir et Taichi répond qu'il veut pouvoir écraser le visage de ce type stupide dans le sol et lui faire regretter de s'être jamais mêlé à eux. La voix se présente comme l'esprit du vent nommé Ariel et dit que ce serait une exception, et comme elle enfreindrait les règles, cela pourrait être aussi douloureux que la mort, mais s'il veut toujours ce pouvoir, elle le lui prêtera. Taichi accepte, et nous le voyons se transformer en mode avatar complet alors qu'il se lève, entouré d'une épaisse aura venteuse. Cassim fait charger l'avatar rouge sur lui une fois de plus et le renvoie voler, mais Taichi se relève et dit qu'encaisser ce coup lui a fait l'effet d'un chaton le frappant avec sa patte. L'élémentaire rouge lance alors une attaque de souffle enflammée vers lui, mais Taichi libère son autre pouvoir, Aiki, et riposte avec un puissant courant de vent qui détruit à la fois l'attaque de flamme et l'élémentaire rouge en un seul coup. Voyant cela, Kassam et Grammy commencent à s'enfuir. Taichi essaie de les arrêter, mais il ressent alors la douleur dont Ariel lui avait parlé et tombe à genoux. Taichi parvient tout de même à lancer une dernière attaque avant de s'évanouir et arrache le bras droit de Cassim avec, faisant de lui officiellement le personnage d'anime manchot le plus pathétique. Quelques jours plus tard, nous voyons Taichi se réveiller chez Lemia et se demander comment il est arrivé là. Juste à ce moment-là, Lemia entre et il lui pose la question, mais son estomac commence à gargouiller et ils descendent donc tous les deux pour prendre un repas. Taichi finit par manger comme Goku et Lemia lui dit qu'il avait épuisé toute sa magie lors de la dernière bataille et qu'il était inconscient pendant une semaine entière. Elle explique que normalement les gens reconstituent leur magie pendant la nuit, mais s'ils l'épuisent complètement, cela peut les plonger dans un état de coma pendant une période plus longue pour récupérer. Elle lui dit que Mira et Rin l'ont amené ici quand il ne s'est pas réveillé après une journée, puis elle lui demande les détails de ce qui s'est passé dans la forêt du Nord. Taichi lui raconte tout et elle dit que Kazim a dû utiliser un pacte cramoisi sur l'élémentaire de glace. C'est un rituel interdit qui utilise la force vitale des bêtes et des humains, et en consommer un peut libérer une quantité énorme de magie, bien au-delà de la capacité de l'utilisateur. Taichi dit qu'à ce moment-là, il s'est vraiment senti perdu, mais il a ensuite entendu une voix qui s'est présentée comme Ariel et lui a donné le pouvoir de riposter. En entendant cela, Lemia est vraiment surprise et elle nous offre ce magnifique plan de son trésor. Elle dit que maintenant elle sait de quel genre de sorcellerie Taichi est capable et explique qu'il est un invocateur.
Les invocateurs sont un peu comme des chamans qui forment un pacte avec les esprits et obtiennent le droit d'effectuer des magies plus puissantes en fonction de leurs liens. Mais une différence essentielle entre eux et les invocateurs est la capacité d'écouter les esprits. Elle ajoute que dans ce monde, les esprits sont de l'ordre le plus élevé, se classant même au-dessus des dragons qui sont supérieurs aux humains. Ainsi, les humains ne peuvent ni les voir ni les entendre, à l'exception des invocateurs qui peuvent commander les esprits et les faire lancer des sorts pour eux. Et parce que ces sorts sont lancés directement par les esprits, ils sont bien plus puissants que ceux lancés en utilisant un médium, comme les chamans ou les mages. Après avoir appris comment son haki incroyablement élevé avait attiré son esprit et fait de lui un invocateur, il sort prendre un café avant de retrouver les filles. Il demande à la serveuse si elle savait où elles étaient, mais elle répond qu'elles ne sont pas revenues depuis leur départ ce matin. Takeshi décide de les trouver lui-même et sort, mais il tombe alors sur 2 Discord mods qui s'en prennent à une jolie fille. Il s'avance et leur dit de la laisser tranquille, et la fille en profite pour se libérer et attraper le bras de Takeshi. Elle fait comme s'il était son amant et le convainc de jouer le jeu en utilisant ses atouts massifs. L'un des Discord mods essaie de frapper Taichi et lui dit de se mêler de ses affaires, mais Taichi esquive et endort le gars d'un coup de pied au cou. Voyant cela, l'autre panique, attrape son pote et il retourne dans le sous-sol de leur mère. Une fois qu'ils sont partis, la fille remercie Taichi de l'avoir sauvée, mais il dit qu'elle semblait pouvoir se débrouiller seule. Il souligne qu'elle a réussi à se libérer de leur emprise et a même réussi à suivre ses mouvements soudains lorsqu'il a reculé pour esquiver l'attaque. En plus de cela, elle n'a pas semblé du tout perturbée par le fait qu'il ait mis un gaz à terre d'un seul coup de pied. En entendant cela, la fille lui dit que ce n'est pas la première fois qu'ils se rencontrent et mentionne qu'il avait été assez rude avec elle lors de leur première rencontre. Cela fait se demander à Taechi si elle est sa sœur d'Alabama, mais elle se présente alors comme Anastasia et révèle qu'elle est en fait la fille ninja qu'il a assommée et livrée à la guilde. Pendant ce temps, nous voyons le patron de Cassim qui se fait appeler l'Empereur. Il félicite Cassim d'avoir obtenu toutes les informations sur Taichi et Rin et dit que son bras était un petit prix à payer pour cela. Il se tourne ensuite vers Grammy et dit qu'elle a besoin de quelques modifications pour mieux le servir et lui jette un sort spécial sur la main. Il donne ensuite une nouvelle quête secondaire à Cassim et lui dit que ce ne sera qu'une petite farce et un bon moyen pour lui de se sentir moins salé au club des manchots. Après lui avoir donné la mission, nous voyons 2 filles entrer dans la pièce, interrogeant l'empereur sur le carnaval. Il dit qu'il est temps qu'il commence et dépose un document sur une pile sur la table et dit que ce sera l'invitation de Taichi à la fête. De retour en ville, Anastasia révèle qu'elle a rejoint la guilde et travaille maintenant à résoudre l'affaire des marchandises de contrebande. Elle dit à Taichi que son enquête l'a menée à ce bâtiment et ils prennent d'assaut le bâtiment pour trouver le cerveau derrière tout cela. Ils rencontrent divers sbires et se frayent un chemin à travers eux pour finalement arriver à la pièce où Cassim et son patron étaient assis plus tôt. Là, Taichi trouve le papier laissé par l'empereur et le lire le rend vraiment inquiet. D'autre part, nous voyons Miura et Rin profiter de la vie nocturne, se promenant sur la place du marché de la ville et mangeant des sucreries. Rin s'inquiète pour Taichi, mais Mira la rassure en lui disant qu'il est entre de bonnes mains avec le Mia et lui dit qu'elle devrait se concentrer sur leur mission pour l'instant. Juste à ce moment-là, elle se sent suivie par quelqu'un et se demande si elle devrait les attirer quelque part sans tant de monde, mais un enfant encapuchonné les attaque par derrière avec une épée. Rin et Mira s'éloignent en sautant et disent à tout le monde de partir avant d'affronter l'assassin. Mira charge son épée et se précipite pour croiser le fer, tandis que Rin attaque le garçon avec de l'eau pour lui nettoyer son visage puant. Après cela, elle prépare un sort de tornade de vent, mais des magiciens l'attaquent depuis le toit. Rin annule son sort et saute près de Mira pour lancer une barrière défensive et elle réalise que c'est une bataille de 4 contre 2. Mais elles entendent alors la voix de Grammy venant de quelque part, qui sort de l'invisibilité et met Mira à terre avec une attaque surprise à l'estomac. Après cela, elle la ramasse et s'enfuit et dit à Rin que ce n'est pas son style, mais que le patron la demande, donc elle n'a pas le choix. Rin essaie de la poursuivre, mais les sbires la retiennent et Grammy s'échappe. Pendant ce temps, nous voyons Taichi et Anastasia traverser un tunnel créé par la magie de la Terre, et ils révèlent que le papier qu'ils ont trouvé dans le bâtiment leur a dit qu'une horde de 3000 gobelins améliorés par des pactes cramoisis se cachait quelque part ici, sous Aspire. Ils finissent par tomber sur une porte au bout du tunnel avec des os à l'extérieur et Anastasia l'ouvre en utilisant ses compétences de crochetage, juste au cas où elle serait piégée. En la voyant travailler ainsi, Takeshi dit que lorsqu'il l'a livrée à la guilde, il souhaitait qu'elle continue sa vie de manière honnête, alors maintenant il avait des sentiments mitigés quant à l'utilisation de la guilde pour leur mission. En entendant ces mots gentils, Anastasia sourit et lui dit de l'appeler Anna désormais, puis ils continuent leur recherche. De retour en ville, Rin repousse les PNJ stupides qui tentent de la retenir et se retourne pour trouver Grammy debout derrière elle. Elle la félicite de s'être occupée d'eux rapidement et lui dit où se trouvait Mira. Elle lui dit aussi que son patron essayait de lui faire manger un orbe imprégné de pactes cramoisis et dit qu'elle se fiche que quelqu'un obtienne Ishkaid, mais qu'elles étaient sa proie et elle n'apprécie pas qu'on lui prenne. En entendant tout cela, Rin se précipite vers le bâtiment où Mira est retenue et bat tout le monde à l'intérieur pour atteindre la chambre où elle était détenue. Elle assomme le lanceur de sorts principal avec un sort de vent
et gèle tous les autres avec une entrave de glace avant de détruire le cercle magique avec de la magie de terre et de libérer Mira de ses chaînes. Juste à ce moment-là, l'empereur entre aux côtés de Cassim et félicite Rin d'avoir secouru son ami sans tuer personne au passage. Il se présente comme le cerveau derrière tout cela et Rin se prépare à le combattre. Mais il dit qu'il n'est pas là pour se salir les mains et lui annonce qu'une horde de 3000 monstres va attaquer la ville, donc il est inutile qu'ils se battent, car tout sera détruit une fois qu'ils attaqueront. En entendant cela, Rin prononce le nom de Taichi et l'empereur lui dit qu'il ne viendra pas les sauver car ils lui ont préparé une scène différente. Donc maintenant, c'est à elle de protéger cette ville et qu'il serait impatient de voir comment elle s'y prendrait, puis il s'en va. En sortant, Cassim demande à l'empereur si attaquer la ville de l'intérieur et de l'extérieur en même temps était nécessaire, et il répond que oui, et lui demande combien de monstres imprégnés de pacte cramoisi il a préparé au total. Cassim dit qu'ils en ont 500 sous terre et environ 200 en surface, et l'empereur dit que cela devrait être suffisant pour tester pleinement la force de Taichi et Rin. Pendant ce temps, nous voyons Taichi sauver Anna d'un golem de terre en bloquant son coup de poing d'une seule main. Il la laisse reculer puis s'élance avec un coup de poing physiquement amélioré pour abattre le golem une fois pour toutes. Après cela, une porte s'ouvre devant eux et ils voient deux jeunes filles debout au-dessus d'une ferme de gobelins qui semble être enchantée par le pacte cramoisi rouge. Les filles se présentent comme Milo et Mélo et disent d'eux que ce sont elles qui ont créé le golem de terre et qu'elles vont libérer tous ces gobelins dans la ville. Ainsi, ils pourront jouer avec les habitants et avoir des hommes et des enfants pour le dîner. Taichi regarde leur visage stupide et demande si cela ne leur semble pas une mauvaise idée, car elles sont aussi des enfants, mais les filles disent qu'elles contrôleront les gobelins à l'aide de cette orbe et les libèrent. De retour en ville, Mira et Rin se rendent à la guilde et informent Gérard de l'empereur et de son plan d'attaquer la ville avec 3000 monstres. Gérard appelle tous les aventuriers d'Aspire et demande également l'aide de la garde de la ville, et ils se préparent à commencer la guerre défensive. Avec seulement 180 aventuriers à leur disposition, les choses s'annoncent plutôt mal pour eux, mais le mieux se joint alors à la mêlée et les encourage à se battre. Pendant ce temps, Taichi et Anna combattent les gobelins rouges et essaient de les empêcher de remonter à la surface. Taichi utilise l'amélioration physique pour les écraser tous, mais il craint de détruire la grotte et revient au combat normal. En combattant tant de gobelins, il entend bientôt les voix des filles et remarque que la boule de cristal qu'elles avaient était inutile et que les gobelins les attaquent aussi maintenant. Il se fraye un chemin à travers les monstres, les sauve et les fait s'excuser pour leurs actions. Il dit ensuite à Ren de s'occuper d'elle et part à la chasse aux monstres pour nettoyer les 500 sous terre. De retour à la guilde, le mieux et les autres évaluent leur situation et le mieux dit qu'elle utilisera l'un de ses sorts de zone tactique de grande envergure pour réduire le nombre de monstres, car il n'y a pas d'autre moyen pour eux d'en combattre autant à la fois. Mais utiliser un tel sort sitôt épuisera ses réserves de mana et elle ne pourra plus faire de grosses attaques. En entendant tout cela, Rin lui dit de lui laisser le sort de zone d'effet et explique qu'elle pourrait être capable de lancer un sort qui est similaire à un volcan en éruption. Elle essaie d'expliquer la science derrière l'utilisation de l'énergie de la vapeur pour créer une bombe, mais cela leur passe au-dessus de la tête, tout comme les leçons de maths me passent au-dessus de la mienne. Mais le mieux dit qu'elle lui fait confiance et la laisse s'en occuper. Le lendemain matin, alors que les monstres s'approchent d'un de leur mur, Rin commence à lancer son sort et débute par la création d'un trou massif dans le sol en utilisant la magie de la terre. Elle fait tomber la plupart des monstres à l'intérieur et remplit le bassin d'eau avant de créer une gigantesque boule de métal en fusion au-dessus d'eux et de la jeter à l'intérieur. Le métal refroidit rapidement, créant un joint sur le trou, avant d'exploser avec une force immense propulsée par la vapeur accumulée en dessous. Cette énorme déflagration surprend tout le monde, et le mieux mène la contre-attaque, tandis que Gérard lance les aventuriers droit sur les forces ennemies. Pendant ce temps, Cassim et l'empereur les observent depuis une falaise. L'empereur déclare qu'admirer le mieux en pleine action valait déjà le coup, mais voir Rin dévoiler un sort aussi dévastateur, c'était vraiment la cerise sur le gâteau, un vrai plaisir inattendu. Il ajoute qu'il est grand temps d'affronter le véritable danger. Un aventurier rapporte à Gérard que 200 monstres, renforcés par le pacte cramoisi, ont rejoint la bataille. Cela l'inquiète énormément, mais c'est alors qu'il voit Taichi arriver au camp, accompagné d'Anna et des deux jeunes filles. Il informe Gérard de ce qui s'est passé sous terre, puis s'enquiert de Miura et Rin avant de partir les aider. De leur côté, Miura et Rin, épuisés par les combats, complimentent le Mia d'être encore si pleine d'énergie, c'est vraiment impressionnant. À ce moment précis, ils aperçoivent une horde massive de monstres du pacte cramoisi. Lemia leur demande de lui accorder 30 secondes, juste le temps de lancer un puissant sort pour s'en occuper et les éliminer tous. Mira et Rin se précipitent, anéantissant une multitude de petites créatures jusqu'à ce que Lemia lance son sort de zone. Cela réduit les ennemis devant eux à seulement 3 ogres rouges qui semblent être les chefs de cette armée monstrueuse. Les 3 affrontent chacun un ogre, mais l'attaque de Rin semble trop faible pour blesser le monstre. Celui-ci s'approche d'elle pour lui porter le coup fatal. Dans ces derniers instants, elle murmure que même si elle tombe ici, Taichi viendra les sauver tous et regrette de ne pas lui avoir avoué ses vrais sentiments.
Mais juste avant que le monstre ne puisse l'abattre, Taichi bondit et le bloque d'une seule main, lui disant de tout lui raconter une fois cette guerre terminée. Lemia et Mira arrivent rapidement pour s'occuper de Rin, tandis que Taichi repousse l'ogre rouge, le saisit et le projette au sol. Il saute par-dessus et l'assomme d'un puissant coup de poing à la poitrine. Ensuite, il retourne auprès des filles. Mira lui demande quel niveau d'amélioration il utilise, et il lui répond qu'il a utilisé le niveau 100, sinon il ne ferait pas le poids face à ces monstres. Taichi interroge ensuite Lemia sur leur situation actuelle, demandant s'ils pourront continuer à se battre. Elle répond qu'à leur force actuelle, ils auraient à peine la capacité de les retenir. Taichi leur présente Mio et Melo et leur demande d'empêcher les monstres de l'attaquer afin qu'ils puissent affronter les 3 ogres rouges. Il espère que, une fois vaincus, les monstres se retireront d'eux-mêmes. Sur ce, Taichi défie les 3 ogres au combat. Nous voyons Cassim et l'empereur observer la bataille. L'empereur déclare que tout se déroule exactement comme cette dame l'avait prévu, faisant référence à une mystérieuse instigatrice bien au-dessus de lui dans ce complot complexe. De retour au camp, Anna s'occupe des soldats de blessés tout en écoutant les nouvelles du front. Elle décide de faire confiance à Taichi, mais alors, une silhouette encapuchonnée passe près d'elle et lui murmure quelque chose à l'oreille, la faisant marcher vers le champ de bataille comme une marionnette sans volonté. Pendant ce temps, Lemia et les autres aventuriers combattent les petits monstres, tandis que Taichi affronte les ogres dans une situation de 3 contre 1. Malgré cette nette différence numérique, Taichi parvient à en abattre un et achève le travail grâce à sa puissance magique absolument démesurée. Mais alors, le sol commence à trembler et un dragon émerge de la terre, dévorant les ogres comme un simple petit déjeuner. En voyant la bête, Lemia se demande pourquoi il est là, car les dragons ne s'immiscent jamais dans les batailles entre espèces inférieures. C'est très étrange. Tout le monde se rassemble autour de Taichi et nous apprenons que le dragon doré à 2 têtes fait également partie du plan de cette mystérieuse instigatrice pour tester Taichi. Taichi dit à Lemia et aux autres d'évacuer la ville en prévision du pire, affirmant qu'il affrontera le dragon seul. Rin déclare qu'elle restera avec lui et Mérite leur dit de revenir vivant, sinon elle ne leur pardonnera jamais. Sur ce, ils repartent tous et Taichi dit à Rin de rester en arrière aussi, car en tant que femme, elle ne ferait que le gêner dans son combat. De plus, si le dragon décidait de l'attaquer, il tenterait instinctivement de la défendre en tant que mâle alpha qu'il est, et ce serait assurément la cause de sa défaite. Rin dit qu'elle comprend et se concentre sur sa propre défense, cherchant des moyens de soutenir Taichi à distance, tandis que lui court vers le dragon pour l'affronter. En chemin, il appelle Ariel, mais elle ne répond pas, et il se demande si la première fois n'était qu'un coup de chance. Malgré cela, il s'améliore jusqu'au niveau 100, puis bondit en avant pour commencer le combat par un puissant coup de poing. Le dragon bloque l'attaque avec sa griffe et riposte avec une volée de boules de feu, suivie d'un coup de queue fouetté. Rin tente d'aider Taichi, mais l'autre tête du dragon lui envoie une boule de feu en guise d'avertissement, lui ordonnant de rester en arrière car elle n'est qu'une inutile. Taichi perd beaucoup de points de vie à cause du coup de queue et se demande pourquoi un dragon aiderait les monstres à les attaquer. C'est alors qu'Anna s'approche de lui, disant qu'elle doit soigner ses blessures, mais Taichi lui demande pourquoi ces stupides manigances étaient là, ce qui ramène Anna à la réalité. Elle regarde autour d'elle, très confuse, se demandant comment elle est arrivée là, mais le dragon profite de cette occasion pour lancer une boule de flamme bleue vers Taichi. Rin se précipite pour le sauver, mais Anna pousse Taichi sur le côté et encaisse le coup elle-même. L'attaque lui arrache l'estomac. Dans ses derniers instants, elle gît dans les bras de Taichi et s'excuse de son erreur. Elle se souvient qu'il était le seul à la voir comme une femme et non comme un outil, et lui demande de devenir son amie si elle survit, mais elle rend son dernier souffle et meurt dans ses bras. La voir mourir rend Taichi fou de rage. Il commence à se maudire de ne pas avoir pris ses pouvoirs au sérieux et de ne pas s'être suffisamment entraîné. Il appelle ensuite Ariel, lui disant qu'il sait qu'elle l'écoute et lui ordonne de lui donner sa force. Il pousse un rugissement viril et lui dit de lui donner sa force sans retenue. Ariel répond à son appel, affirmant que c'était précisément le genre d'émotion forte qu'elle attendait de lui. Taichi se retrouve soudain dans un plan où il parle à Ariel et elle s'excuse de ne pas pouvoir lui donner son pouvoir comme auparavant. Elle lui explique qu'ils doivent d'abord former un pacte formel. Pour cela, l'invocateur doit appeler l'esprit et demander son pouvoir. Et deuxièmement, il doit être prêt à accepter ce pouvoir pleinement. Après avoir appris cela, Taichi s'excuse de lui avoir crié dessus et il conclut le pacte. Ainsi, Taichi devient un invocateur à part entière et reprend ses esprits dans le monde réel, doté de ce nouveau pouvoir. Il dit à Rin de s'occuper du corps d'Anna puis s'approche du dragon, tout en disant à Ariel qu'ils vont régler ça en un seul coup. En le voyant, le dragon salue son courage. Taichi interroge le dragon sur son objectif et ce qu'il faudrait pour qu'il se retire de cette guerre. Le dragon lui répond que s'il lui montre sa véritable puissance, il répondra à toutes ses questions et quittera cet endroit. Après cela, il lance une attaque combinée de souffles de flammes de ses 2 gueules. Taichi la contre avec une puissante attaque de courant de vent, utilisant son poing. Au début, il semble d'égale puissance, mais Taichi domine rapidement la bête et la projette au sol. Après cela, le dragon exprime sa satisfaction de voir sa force et révèle qu'il sert une certaine dame et que son but était de tester sa véritable puissance.
Il lui dit aussi que désormais cette dame continuera de le guider car c'est nécessaire pour ce pays et pour ce monde. Puis il s'envole au loin, lui disant d'être fort s'il souhaite protéger ceux qu'il chérit. Pendant ce temps, nous voyons l'empereur faire son rapport à la mystérieuse dame, accompagné d'un autre serviteur encapuchonné. Il lui annonce que Taichi a formé un pacte avec l'esprit du vent. La dame déclare alors qu'il est temps de préparer sa prochaine orientation, car après une ville vient un pays entier. Après la guerre, Aspire commence lentement à se reconstruire, mais malgré leur victoire, ils ont subi de lourdes pertes. Nous voyons Taichi déposer des fleurs sur la tombe d'Anna, lui demandant de veiller sur lui depuis les cieux avec tendresse. Après cela, il va voir le mieux et les autres, et leur présente Ariel en la convoquant sous sa forme miniature. Pendant qu'ils en discutent, il remarque une calèche entrant dans la ville, escortée par des chevaliers. Le mieux observe qu'il porte l'emblème de la famille royale. La calèche finit par s'arrêter près de la maison de Lemieux. Une jeune fille aux cheveux violets, nommée Elsena, en sort et se présente comme la fille de Marcus Norman, annonçant qu'elle est là au nom du roi Gilmore pour une affaire importante. Elle déclare être venue solliciter leur aide et leur demande de l'accompagner à la capitale royale, Wendefix. En chemin, Lemia prie Elsena d'expliquer la situation actuelle du pays. Celle-ci leur révèle que depuis 30 ans, le royaume est gouverné par deux factions opposées. L'une soutient le roi actuel, l'autre son jeune frère, le duc d'Orchim. Le roi Gilmar a obtenu sa position grâce à la diplomatie et en tendant la main aux autres nations, tandis que le duc d'Ortzheim est bien plus conservateur dans ses idées et ses actions. Selon l'une des politiques du roi Gilmar, ils ont envoyé certains de leurs mages dans d'autres nations, ce qui pourrait affecter leur domination sur la carte en tant que royaume magique. L'opposition a finalement décidé de prendre les armes contre eux, une guerre de rébellion est imminente et ils espèrent qu'ils les aideront dans cette bataille cruciale. Sur ce, ils arrivent à la capitale. Taichi remarque que l'endroit est pratiquement une ville fantôme, c'est très étrange. Lemia demande à Elsena si le roi a mentionné Taichi et Rin, et elle répond qu'il a insisté pour qu'il les accompagne absolument. À ce moment précis, une flèche vole vers elle, mais Taichi la saisit en plein vol avec une agilité incroyable et lui sauve la vie. Nous découvrons qu'elle a été tirée par l'un des hommes du duc qui lui rapporte l'arrivée des êtres d'un autre monde dans la capitale. De retour au château, Taichi et tous les autres entrent dans la salle d'audience. Elsena leur présente la mage en chef, Bella, la commandante suprême de leur armée, la générale Sumela, et l'unique fille du roi, la princesse Charlotte, en personne. À ce moment-là, le roi entre également et les félicite pour leurs efforts dans la défense d'Aspire. Lemia décide de sauter les formalités et lui demande ce qui se passe. Le roi dit à tous les autres de le laisser seul, puis dit à Lemia qu'elle n'a pas changé du tout, pas le moins du monde. On dirait qu'ils sont de vieux amis. Lemia lui dit qu'elle lui prêtera main forte, mais seulement s'il accepte ses conditions. Elle ajoute qu'ils retourneront à Aspire pour l'instant et elle veut aussi qu'ils leur disent honnêtement s'il est bien celui qui a invoqué Taichi et Rin dans ce monde. Le roi décide de prendre son courage à deux mains et avoue qu'il est bien celui qui a ordonné leur invocation. En entendant cela, Taichi s'avance et lui demande comment il a pu leur arracher leur vie paisible pour les invoquer ici afin de tuer des gens pour lui. Miura proteste également en leur faveur. Gilmar déclare qu'il assumera l'entière responsabilité, puis ils se rendent tous dans leur chambre. Lemia et Mira vont parler aux généraux, tandis que Taichi et Rin discutent de cette nouvelle révélation. C'est alors qu'Elsena frappe à leur porte, annonçant que la princesse souhaite leur parler. Sur ce, Charlotte entre et s'excuse pour le dérangement, révélant que c'est elle qui les a invoqués dans ce monde. Elle explique avoir mené de nombreuses recherches avant de lancer le sort, et qu'elle était déchirée entre les arracher à leur vie paisible et les faire combattre pour eux, c'était un dilemme, mais finalement, elle a décidé de faire ce qui était attendu d'elle, en tant que princesse de ce royaume. Elle ajoute qu'au moment de l'invocation, l'un des assassins du duc s'est infiltré, rendant le sort instable, ce qui a tout compliqué. Elle ne souhaitait invoquer que Taichi, qui possédait une quantité de magie absolument démesurée. Mais à cause de l'attaque de l'assassin, Rin a été entraîné aussi, et au lieu d'être invoqués au palais, ils ont été téléportés dans un champ aléatoire près d'Aspire. Elle dit que cela lui a pris beaucoup de temps pour les retrouver et s'excuse non seulement d'avoir ruiné leur vie, mais aussi d'être une incapable, une bonne à rien. Après avoir entendu tout cela et l'avoir vu pleurer, Taichi et Rin lui disent de relever la tête, affirmant qu'ils lui pardonnent tout ce qu'elle a fait et qu'ils comprennent son désir de sauver ceux qui lui sont chers. Charlotte déclare qu'une fois la nation en paix, elle fera tout son possible pour les renvoyer dans leur monde, même si cela devait lui coûter son âme. Taichi répond qu'ils l'aideront dans cette guerre afin qu'ils puissent tous en sortir heureux et apaisés. À ce moment-là, Lemieux entre et dit à Taichi de sortir. Elle le fait combattre Sumela qui veut voir s'ils sont vraiment aussi forts que le roi l'espère. Taichi prouve sa domination en parant toutes ses attaques et en brisant son épée avec une lame améliorée, c'est impressionnant. Après cela, ils commencent tous deux à se battre au corps à corps. Taichi parvient à faire tomber Sumela et se retrouve au-dessus d'elle. Cela l'excite énormément et elle lui demande s'il serait prêt à la mettre enceinte aussi et lui réclame cette chose blanche spéciale à l'intérieur de son corps, ce qui fait hurler Taichi d'incrédulité. Plus tard cette nuit-là, Taichi observe le ciel avec Ariel et lui parle de sa peur d'utiliser trop de force contre des ennemis humains. Mais si cela signifie protéger Rin, il serait prêt à le faire. Après cela, il rentre pour voir Rin et tombe accidentellement sur elle alors qu'elle s'habille, c'est un peu gênant.
Pendant ce temps, nous voyons Charlotte prier dans le temple sacré tandis que l'empereur s'approche d'elle. Nous découvrons qu'il s'appelle le cardinal Laudra et Charlotte ignore totalement qu'il est l'instigateur de l'attaque contre Aspyr, c'est une révélation. Le lendemain matin, nous voyons Taichi se promener dans le château cherchant Rin. Il la trouve finalement en train d'arroser des fleurs et lui dit de se dépêcher de venir à la salle d'audience car Lemia veut qu'il rejoigne la réunion avec les généraux, sans tarder. Pendant ce temps, le duc tient une réunion avec ses généraux. Deux des marquis semblent débattre de leur prochaine action. Le marquis Milgan suggère de rassembler leurs forces et d'encercler immédiatement la capitale royale, tandis que le marquis Marcus estime qu'il devrait d'abord évaluer les capacités de ces deux êtres d'un autre monde avant de lancer une attaque en bonne et due forme. Il ajoute que selon leurs informations, l'un d'eux peut même invoquer des esprits et qu'ils devraient jouer leurs cartes avec prudence. Finalement, le duc se range du côté de Milgan et lui donne la permission de rassembler leurs forces et de les mener à la capitale sans plus attendre. Pendant ce temps, Sumela et Bella rapportent au roi que l'armée du duc marche vers Wendefix. Elle lui annonce qu'elles ont 3000 soldats prêts à être déployés avec 6000 autres en réserve. Bella ajoute qu'elle dispose également de 300 mages prêts au combat et 600 en soutien. Le roi leur ordonne de défendre la capitale de toutes leurs forces. Ils se rendent ensuite à la salle de réunion tactique où ils élaborent un plan pour affronter les forces du duc au sud le lendemain matin avec l'aide de Taichi et Rin. Taichi s'inquiète d'utiliser ses pouvoirs contre des humains, mais le mieux lui dit de prendre ses responsabilités et Sumela l'encourage en lui promettant de l'épouser après la guerre, ce qui ne fait qu'accroître l'inquiétude de Taichi. Plus tard cette nuit-là, Taichi va voir Rin qui semble trop tendue à l'idée de participer à cette guerre. Il lui dit qu'elle n'est pas obligée d'y prendre part car sa présence ici est une erreur. Mais elle répond à Taichi qu'elle a sauté dans le cercle de son plein gré et qu'elle se battra à ses côtés, quoi qu'il arrive. Elle lui dit aussi de passer la nuit dans sa chambre. Ils s'assoient tous les deux, Rin posant sa tête sur son épaule. On dirait que Taichi va enfin devenir un homme ce soir, mais alors qu'il essaie de lui prendre la main, il remarque quelque chose et lui dit qu'il est temps d'arrêter pour la nuit. Pendant ce temps, nous voyons Miura et Lemia discuter de Rin autour d'un thé. Miura décide d'aller la voir, mais Lemia remarque quelque chose en regardant par la fenêtre et dit qu'elle est peut-être devenue paranoïaque elle aussi, c'est une drôle de sensation. Quelque temps après, nous voyons un assassin encapuchonné posté devant la fenêtre sur un arbre. Il s'avère que le marquis Marcus l'a envoyé pour assassiner Taichi et Rin pendant la nuit, afin de se faire un nom. Malheureusement pour l'assassin, Taichi l'avait déjà repéré plus tôt et a placé des oreillers dans leur lit, recouverts d'une couverture. L'assassin poignarde les oreillers et Taichi et les autres le prennent en flagrant délit dans la pièce. Taichi commence à expliquer comment il l'avait repéré plus tôt, mais l'assassin ne se soucie pas de ses fanfaronnades et profite de cette occasion pour attaquer Rin sans hésiter. Voyant cela, Taichi active immédiatement son amélioration physique et commence à le frapper très fort, affirmant qu'il ne laissera jamais personne blesser les personnes qu'il a juré de protéger. Après l'avoir tabassé un moment, Lemia arrête Taichi disant que c'est suffisant, mais l'assassin se glisse sous lui et décide de s'ishikai en frappant passionnément le sol, c'est une fin étrange. Le lendemain matin, l'armée de Gilmore affronte la force de Marcus Nilghin, composée de 1000 soldats. Taichi débute la guerre en leur envoyant un avertissement, utilisant un sort de vent pour souffler le sol, juste devant les forces ennemies, avec une puissance incroyable. Ils espèrent que cela les arrêtera un moment, mais à leur grande surprise, Nilghin et ses hommes lèvent les mains et lancent une volée de boules de feu et de projectiles d'eau, utilisant des anneaux magiques pour frapper leur armée. Cela les déroute d'abord, mais Taichi utilise ses capacités de triche pour zoomer et informe Lemia de ses anneaux spéciaux. Elle explique que ce sont des pierres magiques et se demande d'où ils ont tiré les fonds pour en préparer 1000 pour tous leurs hommes. Elle ajoute ensuite que ces anneaux peuvent épuiser la force vitale de l'utilisateur s'il manque de magie et continue de lancer des sorts, ce qui peut être mortel si quelqu'un sans une bonne compréhension des objets magiques les utilise, c'est très dangereux. Comme prévu, l'armée de Nilghin continue d'utiliser les anneaux magiques et s'épuise rapidement. Les voir ainsi en difficulté réjouit l'armée de Gilmore qui déclare qu'ils n'auront peut-être même pas à riposter. Il leur suffit de défendre assez longtemps et les ennemis s'effondreront d'eux-mêmes, c'est une stratégie. Cela met Taichi et Rin mal à l'aise. Ils regardent le mieux pour une réponse. Sumela dit que même s'ils sont de l'autre côté, ils font partie de leur royaume et Gilmore ne voudra pas non plus de pertes inutiles, c'est une évidence. Lemia dit qu'elle a peut-être un plan et demande l'aide de Rin. Taichi érige une barrière devant eux grâce à la magie du vent d'Ariel et Miura protège Rin des tirs perdus pendant qu'elle prépare un sort spécial en combinaison avec les autres mages royaux et soudain il se met à pleuvoir, c'est incroyable. Rin utilise ensuite la magie de la foudre, électrocutant les forces ennemies et les faisant tomber inconscientes. Nilghin se sent également très épuisé et tombe à genoux, mais il remarque alors l'assistant du duc, Animagus, s'approcher de lui et lui expliquer ce qui vient de se passer. Novan lui demande pourquoi il perdait, il lui explique l'effet drainant de l'anneau, puis le poignarde avant de lui dire qu'il a rempli son rôle. Et ainsi, la guerre prend fin. Plus tard cette nuit-là, nous voyons Cassim et Grammy boire dans un bar. Il sort un petit gadget et dit que la prochaine fois qu'il verra Taichi, il le fera lécher la poussière du sol, c'est une promesse. Le lendemain matin, Rin réveille Taichi en utilisant ses compétences orales spéciales, mais Taichi finit par courir aux toilettes ayant trop mangé indien la veille au soir.
Après cela, ils retrouvent Lemia et Mira, qui leur annoncent que le roi les a tous convoqués à la salle d'audience pour une réunion importante. Ils se précipitent tous pour voir ce qui se trame, et le roi leur annonce que la princesse souhaite les récompenser pour leur haut fait de guerre, les autorisant à choisir des armes spéciales de la collection royale. Lemia obtient un anneau magique, Taichi s'empare d'un katana d'allure japonaise, Rin opte pour un bâton orné, et Mira, elle, prend une dague de très haute qualité. Ensuite, ils se dirigent tous vers les terrains d'entraînement où Sumela demande à Taichi de bien vouloir lui montrer sa grande épée noire. Lemia, de son côté, teste son anneau magique tandis que Sumela se positionne sur Taichi, l'incitant à déverser sur elle toute l'ardeur de sa passion avec son épée. Elle le malmène, affirmant qu'elle prendra absolument tout ce qu'il possède, mais Taichi, toujours nauséeux d'avoir trop mangé la veille au soir, finit par perdre connaissance. Taichi parvient tant bien que mal à s'enfuir de cet endroit et se rend en ville pour y trouver des remèdes. Pendant ce temps, Abby remarque que des gens le fixent intensément et il se demande s'il ne regarde pas Ariel. Mais elle lui explique qu'elle a fait en sorte que seul lui puisse l'apercevoir pour l'instant, donc en réalité les gens le regardent bien lui. C'est alors que des enfants s'approchent de lui, l'acclamant comme l'homme fort de la guerre, et Taichi prend conscience qu'il est devenu plutôt populaire auprès de la population. Il les amuse un instant, puis s'engage dans une rue déserte et interpelle la personne qui le suit discrètement dans l'ombre. Il s'avère que c'est nul autre que Kasem, le manchot qui est si profondément amer de voir Taexi récolter toute cette gloire. Taexi lui demande ce qui est arrivé à son bras et lorsqu'il apprend que c'est lui-même qui le lui a arraché, il en est profondément attristé. Kasem déclare alors qu'il est bien décidé à le vaincre et le met au défi en duel, selon ses propres termes, sinon il empoisonnera tous les puits de la cité. Il sort alors le gadget qu'il a obtenu de Laudra, expliquant que cela imposera des restrictions à la magie de Taichi, la rendant ainsi égale à la sienne. De cette manière, évidemment, être pour très mauvaise idée, mais en tant qu'homme à l'égalité, Taexi affirme qu'il ne serait jamais relevé devant un tel combat face à lui et qu'il doit prouver sa dominance. Ses dons innés. Cela met Ariel hors d'elle et elle lui intime de ne pas revenir en pleurant si jamais son pouvoir ne lui est pas rendu et le combat s'engage. Taichi lance les hostilités en utilisant une puissante rafale de vent, mais Kassim l'esquive habilement et riposte aussitôt avec une dague. Taichi la bloque avec son épée, puis effectue un bond en arrière pour projeter sur Kassim des projectiles de glace et d'eau. Taichi fonce en avant et fait voler la dague de la main de son adversaire, mais Kassim le touche avec plusieurs balles de glace et le combat s'intensifie considérablement. Grammy les observe attentivement depuis un coin tandis qu'ils se donnent des coups sans retenue, l'un contre l'autre. Finalement, ils se demandent tous deux s'ils devraient poursuivre le combat jusqu'à ce que l'un d'eux perde connaissance, mais ils décident plutôt d'y mettre un terme avec le prochain coup. Kassim concentre alors un sort de glace d'une ampleur colossale et s'apprête à le projeter sur Taiki, qui paraît passablement amoché et incapable de l'éviter en raison de sa blessure à la jambe. Taiki se remémore Rin et ses toutes premières leçons de magie, puis décide de croire en ses propres capacités. Il infuse alors de la magie dans son épée et l'utilise pour fendre le sort de glace de Kassim, le projetant violemment contre le mur sous l'effet de l'onde de choc. Ainsi, leur affrontement prend fin et Kassim accepte sa défaite. Cependant, Taichi fait remarquer qu'il avait au moins l'avantage d'un bras supplémentaire, ce qui rendait le combat moins équitable. Ensuite, Ariel demande à Kassim de restituer le pouvoir magique de Taichi et il leur indique de détruire le gadget enchanté pour que tout redevienne comme avant. Mais avant même qu'il ne puisse agir, l'aura ténébreuse entourant le gadget se matérialise en un monstre d'ombre qui se met aussitôt à attaquer Taichi. Ce dernier tente de riposter en utilisant sa magie du vent, mais cela ne cause absolument aucun dommage au monstre d'ombre qui le frappe en retour avec une multitude de projectiles ténébreux. La situation semble bien compromise pour lui, mais Grammy surgit soudainement de sa cape d'invisibilité et se jette à l'attaque du monstre. Kassim le distrait en utilisant sa magie de glace et intime à Grammy de détruire le gadget. Cependant, même après sa destruction, le monstre ne disparaît pas et Kassim se demande si l'auteur avait également tout cela planifié. Taichi constate que ses pouvoirs sont au moins revenus et il déclare qu'il va le balayer d'une seule attaque. Il demande alors à Ariel de compresser l'air ambiant pour générer un éclair, puis frappe le monstre, le repoussant violemment avec une entaille foudroyante de son épée. Ensuite, il tend une potion de guérison à Kassim, mais Grammy lui intime d'arrêter de briser davantage sa fierté, expliquant qu'il était simplement frustré d'avoir perdu face à lui, mais à présent qu'ils se sont affrontés à armes égales, il a accepté sa défaite et s'efforcera probablement de devenir plus puissant. Elle l'aide alors à se relever et s'en va avec Kassim, qui semble désormais avoir développé une saine et stimulante rivalité avec Taichi. C'est à ce moment précis que la cloche de la ville se met à retentir et le porte-parole annonce que l'armée du duc a officiellement déclaré la guerre. Taichi se précipite de nouveau au château pour y retrouver Rin et tous les autres, et ils se préparent tous activement pour la guerre qui doit débuter dès le lendemain. Simultanément, nous apercevons Laudra faisant son rapport à la mystérieuse dame, lui expliquant comment Taichi a vaincu le monstre d'ombre et elle lui ordonne de suivre ses prochaines instructions. Nous apercevons également l'autre silhouette encapuchonnée à leur côté, dont l'apparence est étrangement similaire à celle d'Animagus. Le lendemain matin, le duc d'Ortekem harangue son armée avant de se mettre en marche vers la capitale. Marcus Marquise sollicite alors sa permission et les deux armées se retrouvent personnellement face à face. Des êtres d'un autre monde s'ils ont la moindre chance de victoire et car il a appris que Marcus Marquise se chargera de tous et ne le décevra pas, mais qu'il veillera personnellement à ce que Nogan ne leur pose aucun problème. De son côté, Ilma galvanise le moral de ses soldats par un discours enflammé, les exhortant à forger un chemin vers la victoire pour leur royaume en véritables héros.
Sur ces mots, Rin et Mira dominent largement la bataille. Le mieux des hommes s'entrechoquant grâce au sort de son nouvel anneau magique. Mais ensuite, ils se retrouvent tous confrontés aux adversaires que Marcis leur a spécialement préparés. Et nous voyons une aventurière de rang A nommée Suzora faire face à Rin. Marcis lui-même se mesure à Mira, tandis qu'un sorcier du nom de Miss Follow défie Lemia employant sa magie de brouillage pour l'entraver de toutes parts à l'aide de son épée bâton. Pendant ce temps, Taichi, grâce à sa magie du vent, traverse les lignes ennemies et atterrit directement devant le campement du duc. Alors qu'ils discutent de leur stratégie de combat, il entre tout simplement et intime au duc de se rendre. Dorchan ordonne à tous, à l'exception d'Animagus, de sortir, puis il s'entretient avec Taichi au sujet de sa proposition. Taichi déclare que s'il ordonne à ses hommes de se rendre immédiatement, il garantira que le roi lui accordera sa clémence. Dans le cas contraire, il possède amplement le pouvoir de le vaincre et de ramener sa tête au roi en personne. En l'entendant, Doberstein lui demande pourquoi il ne deviendrait pas roi lui-même. Texi répond que ce serait bien trop compliqué et qu'il ne souhaite absolument pas être détesté par des milliers de gens en devenant un dictateur qui agirait selon ses moindres caprices. Cela fait rire Dorsheim qui déclare que grandir dans un monde de paix peut véritablement altérer la perspective d'une personne. Mais il explique ensuite à Taichi qu'il s'agit d'une question d'honneur et que parfois les détenteurs du pouvoir doivent assumer leurs décisions même si cela doit mener à leur propre chute. Texi observe son visage ahuri, se demandant s'il n'est pas devenu sénile, tel un Joe Biden, tandis que nous apercevons Inimicus concocter un sortilège ténébreux dans le dos de tous, forçant chaque soldat de leur armée à boire son sombre breuvage. De retour sur le champ de bataille, le mieux se retrouve face à Mademoiselle Follow et lui demande s'il a l'intention de simplement l'épuiser. Il l'attaque en utilisant sa magie de glace, mais elle la bloque en invoquant des flammes jaillissant de la terre. Il projette ensuite une multitude de projectiles de glace vers elle, mais elle les repousse grâce à sa magie défensive et l'abat avec une lame de vent. Cela surprend grandement le vieux mage, qui accepte sa défaite et demande à Lemieux de l'achever, ce qu'elle fait en projetant une gigantesque boule de feu. Simultanément, Mira affronte Marcise avec son épée flamboyante, mais il la projette en l'air, pensant qu'il savourera de la chair d'elfe ce soir. Cependant, elle le dépasse en un éclair et lui tranche la gorge avec la dague qu'elle avait choisie dans la collection royale. Rin, quant à elle, semble éprouver des difficultés à venir à bout de son adversaire. Suzura maintient une offensive constante, contraignant Rin à rester sur la défensive. Cela se prolonge un certain temps, mais Rin achève finalement d'analyser ses mouvements et ses capacités, et se prépare à mettre un terme définitif au combat. Elle s'apprête à la frapper avec un sort de projection, mais Suzura bondit, frappe le sol et fait reculer Rin. Rin passe alors à la magie de glace et projette des stalactites vers elle, mais Suzura les repousse toutes pour réaliser trop tard qu'il s'agissait d'une diversion, car elle aperçoit Rin au-dessus d'elle, une gigantesque boule de feu planant au-dessus de sa tête. Rin le projette vers le bas, réduisant considérablement une énorme portion des points de vie de Suzora. Mais c'est alors qu'elle remarque les soldats tombés autour d'elle se comporter étrangement, les encerclant comme des zombies. Rin dit à Suzura de la rejoindre si elle souhaite survivre et elle s'allia. Pendant ce temps, Taichi poursuit sa discussion avec le duc au sujet de sa reddition. Mais soudain, Ariel perçoit le maléfique sortilège d'Inimicus et en informe Taichi. En entendant cela, Inimicus éclate de rire, affirmant que son esprit le percevrait évidemment, et il révèle alors sa véritable nature, celle de l'instigateur de cette rébellion, ayant poussé le duc à se dresser contre son propre frère. Il explique avoir préparé ce champ de bataille à l'aide d'un sortilège nommé Malédiction des Ténèbres, qui rend tous ceux sous son emprise fous furieux, les transformant en de véritables machines à tuer. Il affirme avoir tout fait pour cette dame, désignant la mystérieuse instigatrice, et ajoute qu'il se moque éperdument de ce royaume ou de la querelle fraternelle, et qu'il réduira tout en poussière comme son maître l'a désiré. Sur ces mots, il commence à propager le sortilège à travers tout le champ de bataille et se métamorphose lui-même en un démon. De retour sur le terrain, nous voyons Lemia et Bella observer le sort planant au-dessus de leur tête, expliquant qu'il s'agit du même sortilège utilisé il y a 2 siècles lors de la bataille opposant leurs nations voisines, le Saint-Empire Skatalov et l'Empire Gargant. Bien que la bataille elle-même fut relativement brève, les soldats tombés au combat se sont transformés en zombies enragés, attaquant indistinctement amis et ennemis. Ils ont rapidement atteint les non-combattants également, et au terme de ce carnage, plus de 700 000 personnes ont malheureusement perdu la vie. Cette bataille est restée gravée dans l'histoire sous le nom de Rhapsodie sanglante, et tant qu'ils n'auront pas anéanti la source de cette magie, il leur sera impossible de ramener quiconque à la raison. Le sortilège continuera de se propager parmi les vivants, et eux aussi se transformeront en zombies sans esprit, assoiffés de combat. La situation commence à devenir critique pour les deux armées, alors que Lemieux et les autres se retrouvent encerclés par des hordes de ces marionnettes dénuées d'esprit. Ils décident de riposter, espérant que Taichi parviendra à les sauver grâce à son armure scénaristique. Cela nous ramène au camp du duc, où Taichi déchaîne son pouvoir spirituel et s'apprête à lancer une attaque à pleine puissance, ce qui pourrait bien lui coûter la vie. Il se décide à employer toutes ses forces cette fois-ci pour sauver ses amis. Mais juste avant qu'il ne puisse libérer toute cette puissance, Ariel fige le temps et lui révèle qu'elle lui a menti. Elle s'excuse auprès de lui, expliquant qu'elle craignait son propre pouvoir et ignorait comment il pourrait affecter Taichi. Et c'est précisément la raison pour laquelle elle n'était apparue devant lui que sous cette forme semi-originale. Elle ajoute ensuite qu'après avoir été témoin de sa détermination, elle est désormais convaincue qu'il est prêt à la découvrir sous sa véritable apparence et lui révèle son véritable nom, qui n'est autre que Sylphie. Ensuite, le temps reprend son cours normal et Rin se fraye un chemin jusqu'à Taichi, accompagné de Suzura, et le prend dans ses bras. Taichi remarque alors que sa jambe est blessée et déclare qu'il va mettre un terme à cette guerre immédiatement, afin qu'ils puissent de là tous rentrer chez eux.
Il lève alors la main, invoque Sylphie et utilise un sortilège spécial pour briser le cercle magique de la malédiction des ténèbres. Cela surprend énormément tout le monde et Suzuha révèle que Sylphie est en réalité le nom de la reine des esprits et qu'elle est considérée comme l'un des 4 esprits les plus puissants de l'univers entier. Ainsi, tout redevient à la normale, et Taichi déclare qu'il lui faut encore s'occuper de l'instigateur de tout cela. Il se prépare alors à affronter Animagus sous sa forme démoniaque, il concentre ensuite sa nouvelle puissance, et tous deux s'élèvent dans le ciel pour entamer un combat digne de Dragon Ball Z. Ils s'entrechoquent à plusieurs reprises, avant que Taichi ne l'interroge au sujet de la mystérieuse dame. Inimicus lui révèle qu'elle est la souveraine de ce monde, et que c'est elle qui a tout orchestré, depuis sa naissance jusqu'à son invocation dans ce monde, et ce jusqu'à ce jour où il débloque enfin son véritable pouvoir d'invocateur. Il révèle que ce monde est en route vers une guerre d'une ampleur colossale et que pour le protéger, ils ont besoin d'une arme ultime et Taichi deviendra cette arme pour eux. Il ajoute par ailleurs que toutes les batailles qu'il a livrées jusqu'à présent faisaient partie du plan de cette dame pour le rendre plus puissant et que lui-même n'est qu'un simple pion dans son vaste dessein. Taichi lui demande son nom, mais Inimicus répond que le moment n'est pas encore venu pour lui de le connaître, ce qui met Taichi dans une colère noire. Il déclare alors qu'il n'acceptera jamais de perdre des amis à mesure que sa rage s'intensifie. Il se met à le marteler de coups de poing jusqu'à ce qu'il lui assène un coup d'une violence inouïe à l'estomac, le faisant s'écraser lourdement au sol. Il se dresse alors au-dessus de lui et Animagus l'exhorte à lui porter le coup de grâce car sa seule faiblesse restante est sa douceur. Mais Taichi lui répond qu'il a abandonné son humanité en acceptant ce pouvoir et il l'anéantit en l'évaporant grâce à une puissante attaque foudroyante. Ainsi, la guerre touche à sa fin et nous apercevons Taichi se réveiller au château avec Rin, Lemia et Meura à son chevet. Elles le mettent au courant de tout ce qui s'est passé depuis qu'il a vaincu Animatius et Alcina, et Charlotte arrive également en courant pour s'assurer qu'il va bien. Apparemment, il avait épuisé toute sa magie et était resté endormi pendant de nombreux jours, mais il était désormais considéré comme le héros incontesté de ce royaume. Le roi leur confère le titre de conseiller de l'armée royale de rébellion et la paix revient temporairement au royaume spécial. Nous voyons Taichi se questionner, se demandant s'il ne pas que le royaume se transforme en péril à cause de ce pouvoir. Mais le mieux le rassure, lui affirmant que quelle que soit la puissance qu'il obtiendra, il restera humain tant que son cœur sera pur. Elle lui remonte le moral et ils décident tous de retourner à Aspire pour y poursuivre leur entraînement. Charlotte et Alsana les accompagnent pour leurs adieux et Charlotte promet de trouver un moyen de les ramener dans leur monde. Taichi lui dit de prendre tout son temps car ils ne sont pas contre l'idée de passer encore un peu de temps avec leurs nouveaux amis dans ce monde. Sur ces mots, ils se mettent en route pour Aspire et Taichi déclare qu'il deviendra suffisamment puissant pour ne plus jamais laisser aucun de ses amis être blessé, tandis que nous apercevons la mystérieuse dame instigatrice veiller sur lui à travers sa boule de cristal. Et c'est de cette manière que la première saison d'Ishiki Cheat Magician s'achève.